Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici à Bourges. Alors on tourne pas mal pendant cette campagne européenne, on tourne pas mal pour des réunions publiques un peu partout dans le pays, étant donné que c'est une campagne nationale avec des listes nationales. On a 79 candidats sur cette liste et la chance d'avoir des excellents porte-parole sur toute la France, dont Yannick porte excellemment la parole ici sur le territoire. C'est vrai qu'on enchaîne les réunions publiques, mais il y a des fois où bon, on est à la maison, hein, moi en région parisienne en l'occurrence, et on en profite pour aller sur le terrain, mais plutôt en région parisienne. Et dimanche, donc moi j'étais en région parisienne, et 2 jours avant, j'ai un coup de fil d'un salarié de McDo qui s'appelle Aliou, et qui me dit « Tiens, dimanche soir, on va bloquer le McDo de Besançon, est-ce que tu peux venir nous soutenir ?» Voilà, s'il te plaît, puis il y aura des gilets jaunes, donc bah oui, ok, ça tombe bien, j'ai pas de réunion publique prévue ailleurs qu'en région parisienne. Et donc, j'étais avec les salariés de McDo, donc qui se mobilisent, parce que les salariés de McDo, il y en a 70 000 en France. Il faut savoir que la France, c'est le premier marché de McDonald's après les États-Unis. C'est le marché le plus rentable, il y a 1400 restaurants McDonald's. Le problème, c'est que, alors que c'est le marché le plus rentable, il y a à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires annuel pour une entreprise comme McDonald's, bien les salariés, ils sont mal payés et ils subissent des conditions de travail très précaires. Ils sont payés au SMIC horaire, ils n'ont pas de compensation quand ils travaillent après 22 heures ou quand ils travaillent le dimanche. Ils sont payés au SMIC horaire, mais il y en a très très peu parmi eux qui touchent le SMIC à temps plein parce que la plupart sont à temps partiel. Donc ils se touchent autour de 800 €. Il y a des endroits où les salariés de McDo se sont battus pour obtenir des droits, comme par exemple au McDo, bon il se trouve que j'ai lancé une commission d'enquête citoyenne sur McDonald's, donc je fais un peu le tour des McDo en lutte pour essayer de recueillir la parole des salariés. Au McDo de Marseille, les salariés, ils se sont battus et ils ont obtenu un 13e mois. Ils ont obtenu qu'après 22 heures, quand ils finissent après 22 heures, il y a un taxi qui va les récupérer gratuitement. Ils n'ont pas peur, parce qu'il n'y a plus de bus après 22 heures. Donc pour rentrer chez eux, ils ont obtenu ça à force de lutte. Le problème, c'est que c'est pas comme dans une entreprise classique où, à un endroit, vous obtenez des droits et puis c'est tous les salariés qui en profitent. Le problème, c'est que quand les salariés de McDo Marseille obtiennent quelque chose, ben les salariés du McDo de Besançon, eux, ils n'ont pas le droit. C'est possible parce que McDonald's, alors que c'est une même entité, donc comme je vous disais, avec un chiffre d'affaires extrêmement important, eh bien, il y a une division en franchise. 80% des restaurants McDonald's en France appartiennent à des franchisés, des petits indépendants, ce qui fait que vous n'avez pas d'unité économique et sociale globale entre l'entreprise McDonald's, et ce qui fait qu'en fait, comme ça, l'entreprise, la multinationale McDo divise les salariés entre eux et empêche de faire en sorte que les droits acquis à un endroit puissent se propager dans d'autres McDonald's. Les salariés de McDo, ils me disaient en plus, à partir de 18 h dans une journée, ça c'est quelque chose que m'ont dit les salariés de Besançon, les salariés du McDo des Champs-Élysées, les salariés du McDo de Marseille, que m'ont dit les salariés du McDo de Rouen aussi. À partir de 18 h dans notre journée, on travaille même plus pour McDo France, on travaille pour les paradis fiscaux, directement. Parce que chaque McDonald's, chaque franchisé McDonald's doit reverser à peu près 25% de son chiffre d'affaires à un paradis fiscal qui était au Luxembourg jusqu'à il y a 2 ans et qui maintenant est au Royaume-Uni. Dans ces 25%, vous avez 5% de frais de marque pour avoir le droit d'utiliser le M, le fameux M, l'enseigne. Vous avez dans les 20% en plus une redevance service et vous avez le loyer, parce qu'il se trouve que tous les murs de tous les restaurants McDonald's de France appartiennent à la filiale de McDonald's, et donc chaque restaurant McDonald's reverse 25% de son chiffre d'affaires et qui part direct dans les paradis fiscaux. Je vous parle de ça parce que du coup, McDonald's se déclare en déficit en France actuellement. Ce qui fait que McDonald's ne paye pas d'impôts. McDonald's devrait payer chaque année 100 millions d'impôts, et c'est 100 millions d'euros d'impôts qui chaque année échappent aux caisses de l'État et partent dans les paradis fiscaux. Je vous parle de ça parce qu'il y a 2 types de contribuables dans ce pays.
Il y a des entreprises comme McDonald's qui vont payer donc quasiment pas d'impôts, donc c'est parce que ça part dans les paradis fiscaux où c'est 5% d'impôts, mais il y a ensuite des conventions qui sont négociées avec la maison mère au Delaware aux États-Unis, où vous savez là-bas il n'y a pas d'impôts pour les sociétés, donc McDonald's va payer 0% d'impôts, alors que pendant ce temps-là, la sandwicherie de quartier, elle va payer 28% d'impôts. J'ai pris l'exemple de McDo, mais ça pourrait être l'exemple du magasin de vêtements. Vous avez le magasin de vêtements de quartier, du centre-ville qui va payer ses impôts, 28%, 33% d'impôts. Et vous avez à côté de ça des multinationales comme Zara, qui font de l'argent en France parce qu'elles ont des salariés français, parce qu'elles ont des consommateurs français, et qui pourtant ne vont pas payer leurs impôts. C'est valable pour les contribuables individuels aussi, avec les processus d'optimisation fiscale, des gens comme vous et moi qui payons nos impôts, et d'autres qui vont faire appel à des avocats fiscalistes qui vont leur permettre de faire fuiter ce qu'ils gagnent à l'extérieur pour se déclarer à zéro et ne pas payer d'impôts ici. Et ce système-là, si je vous parle de ça dans le cadre d'une réunion pour les élections européennes, c'est parce qu'on a une Union européenne qui permet ça. On a une Union européenne où l'harmonisation fiscale n'est pas possible. Dans les traités européens actuellement, l'harmonisation fiscale, c'est-à-dire le fait que l'impôt sur les sociétés soit le même partout dans les pays de l'Union européenne. Ça pourrait être possible, ça. Mais non, l'Union européenne dit qu'il y a liberté de circulation des capitaux, mais par contre, il ne peut pas y avoir d'harmonisation fiscale. Pourquoi? Parce que pour toutes les questions liées à la fiscalité, eh bien, vous êtes obligé d'avoir l'unanimité des États membres. L'unanimité des États membres, sachant que parmi ces États membres, vous avez des paradis fiscaux, donc le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, Chypre. Et puis par ailleurs, vous savez certainement que le président de la Commission européenne s'appelle Jean-Claude Juncker, c'est l'ancien Premier ministre d'un paradis fiscal, puisque c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. S'il y avait une harmonisation fiscale permise dans le cadre de l'Union européenne, eh bien ça limiterait, ça empêcherait ce genre de processus, ça empêcherait l'évasion fiscale, parce que les entreprises, elles n'auraient aucun intérêt à faire fuiter leur chiffre d'affaires à l'étranger. Il n'y aurait aucun intérêt vu que le taux d'imposition serait le même. Et le problème, c'est que ces questions-là sont... On pourrait se dire, bon ben c'est pas grave, les riches payent pas d'impôts, mais c'est pas pour ça que les impôts des autres doivent augmenter ou qu'on doit augmenter les taxes. Ces derniers mois, on a énormément parlé de justice fiscale avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Le problème, c'est que quand les entreprises évadent leurs bénéfices, quand il y a des contribuables dans ce pays qui peuvent se permettre de faire fuiter leurs bénéfices en faisant de l'évasion fiscale, eh bien en contrepartie, on a des gouvernements qui vont augmenter les impôts injustes, qui vont augmenter les taxes, qui vont augmenter la TVA, qui vont augmenter la taxe sur le carburant, parce qu'ils savent que les gens en face, ils n'ont pas le choix et qu'ils ne vont pas faire appel à des mécanismes d'optimisation fiscale parce qu'on ne peut pas y échapper à ce genre de taxes. Sauf que le problème des taxes, c'est que quand on est smicard ou quand on est millionnaire, la TVA que vous payez sur un paquet de pâtes, ça ne fait pas le même effet dans le porte-monnaie. Yannick parlait des services publics. L'évasion fiscale actuellement, qui est donc permise par cette Union européenne, ça représente à peu près 80 à 100 milliards d'euros par an. 80 à 100 milliards d'euros par an qui pourraient aller dans les caisses de l'État et qui pourraient permettre à financer des services publics. Nous, on a fait le calcul, 80 à 100 milliards d'euros, ça permettrait de construire 2300 hôpitaux à peu près, 6 millions de places en université, ça permettrait de multiplier par 7 le montant du RSA. Autant de choses donc, qui sont braquées au peuple. C'est pour ça que l'évasion fiscale est un braquage des peuples. Et la France insoumise, il y a quelque chose qu'on affirme, c'est que les multinationales, elles doivent rendre l'argent. Elles ne doivent pas donner de l'argent, comme on a pu avoir l'impression qu'elles le faisaient, que certains grands riches le faisaient après l'incendie de Notre-Dame de Paris, où, généreusement, ils donnaient de l'argent. Non, nous, on leur demande à ce qu'elles rendent l'argent. Parce que c'est de l'argent volé au peuple, c'est de l'argent qui est réalisé ici. Dans les caisses de l'État et revenir à nous tous pour construire des services publics, par exemple. Alors justement, sur les services publics, tu parlais, Yannick, de la fameuse règle des 3%. Donc tout le monde a entendu parler, on nous le ressort comme ça à longueur de journée en nous disant, mais de toute façon, vous, à la France insoumise, vous êtes complètement inconscients, vous n'êtes pas au courant, il y a la règle des 3% à respecter. On ne peut pas aller au-delà de 3% de déficit, sinon ça va être la catastrophe. Et puis en plus, là encore, tous les pays de l'Union européenne ont signé un papier
en disant si vous voulez être membre de l'Union Européenne, ben, vous ne dépassez pas 3% le déficit. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais bon, la règle des 3%, si elle existe, c'est qu'il y a un fondement économique, hein, c'est qu'ils ont dû réfléchir, ils ont dû mettre des grands experts autour d'une table pour arriver à 3 et pas à 3,5 et pas 2 et puis pas 4 ou pas 1 quoi. Eh bien en fait, figurez-vous que non, pas du tout. Cette règle-là, de 3%, elle a été inventée sur un coin de table. Sur un coin de table, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'inventeur de cette règle qui le dit. La personne qui a inventé cette règle, elle s'appelle Guy Abeille. C'était quelqu'un, Guy Abeille, il y en a un qui connaît. C'est quelqu'un qui travaillait pour Mitterrand au début des années 80. Et Mitterrand lui a demandé, à ce moment-là où il y avait 3% à peu près de déficit, ben, d'inscrire dans le marbre cette règle-là. Et puis ensuite, elle a été reprise en 92 dans le traité de Maastricht dont parlait Yannick, et maintenant donc, elle est inscrite dans le marbre. Et alors j'ai ramené, je suis tombée sur une interview de Guy Abeille lui-même, hein, qui est toujours vivant. Dans le Figaro, c'était fin 2018, donc il y a quelques mois, et on lui demande comment il a inventé cette règle des 3%. Et alors là, je vais vous citer donc l'inventeur de la fameuse règle des 3%, cette règle des 3% qui vous empêche d'investir dans la transition écologique, dans les services publics. Je cite Guy Abeille. « Revêtu de l'habit d'une certaine technicité et pourtant immédiat à entendre, ce ratio, le ratio des 3%, avait en plus l'avantage de tomber sur le chiffre 3, comme les trois grâces, la Trinité, les trois ordres alchimiques. L'idée a été trouvée sur un coin de table, c'est lui qui le dit, en moins d'une heure, sans aucune réflexion théorique. » Donc voilà comment a été trouvée cette règle qui empêche les peuples d'investir massivement dans les services publics. Après, c'est nous dont ils disent qu'on n'est pas sérieux, mais la prochaine fois que vous entendez dire il y a la règle des 3%, dites-leur bien, c'est vous qui n'êtes pas sérieux, avec des règles qui sont inventées sur un coin de table comme ça en moins d'une heure. C'est eux qui ne sont pas raisonnables, c'est eux qui ne sont pas sérieux. Alors, ce qui nous pose problème dans la façon dont fonctionne l'Union Européenne actuellement, il y a une autre chose. Il y a autre chose qui est gravée dans le marbre aussi. Dans le marbre des traités. Cette espèce de Bible qui impose la conduite de tous les peuples. Quelque chose de quasi religieux, c'est le dogme de la concurrence. Le dogme de la concurrence, c'est ça qui doit régir les politiques européennes. Alors nous, en France, on a quelque chose qui s'appelle les services publics, et qui, par principe, ne relève pas du marché, ne relève pas des logiques de rentabilité. Parce que le service public, c'est ce qui fait que vous pouvez accéder à ce qui fait une vie digne, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir de quoi vous soigner, de quoi être éduqué, de quoi vous déplacer, quel que soit votre niveau de revenu et quel que soit l'endroit où vous habitez sur le territoire. Les services publics, c'est l'inverse de la logique de rentabilité. Ça s'oppose à la logique de rentabilité, ça n'a rien à voir en fait, on ne peut pas être dans le cadre du marché. Alors, dans l'Union Européenne, le mot service public, ça n'existe pas dans les traités européens. Il y a la notion de service d'intérêt général. Et dès que dans un service d'intérêt général, il y a un rapport économique, il y a une activité économique, c'est un service économique d'intérêt général et c'est soumis aux règles de la concurrence. Il n'y a pas le choix, voilà. Dès qu'il y a un rapport économique, alors quand on me dit activité économique dans un service public, c'est acheter un billet de train. Vous achetez un billet de train, il y a un rapport économique, ce qui fait que le rail, il faut le libéraliser. C'est soumis aux règles de la concurrence, ça doit être traité comme n'importe quel bien de n'importe quel marché. C'est, par exemple, quand vous allez à l'hôpital, que vous réglez un acte, activité économique, eh bien, on oublie les logiques de rentabilité, vous devez mettre en concurrence, libéraliser. Hier matin, nous, à Paris, on a lancé une campagne parce que la RATP, donc le réseau de bus, va être mis en concurrence en 2024. Et justement, comme tu le disais très bien Yannick, souvent on ne se rend pas compte, on se dit, tiens, ça va être la maire de Paris qui décide. Or, on a que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau du gouvernement, on a des gens qui appliquent ce qui est imposé par l'Union Européenne. C'est quelque chose qui est demandé par l'Union Européenne, qui dit, tiens, les gens achètent bien leur ticket de bus, donc ça doit être libéralisé. Pour le logement, c'est la même chose. Il y a quelques semaines, j'étais à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre, le rapport Europe de la Fondation Abbé Pierre.
qui faisait le constat que la crise du logement, elle augmentait, elle s'aggravait partout en Europe, pas qu'en France, qu'il y avait de plus en plus de sans-abri, que les gens avaient de plus en plus de mal à payer leur loyer. Et puis, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a des pays où il y avait une politique volontariste pour construire du logement social. Au point qu'ils ne l'appelaient même plus logement social, mais qu'ils l'appelaient logement public. Parce que c'était tellement massif comme construction de logement public, donc de logement, que du coup, c'était pas uniquement dédié aux personnes avec le moins de revenus, mais c'était dans une logique généraliste. Alors évidemment, chacun payant son loyer en fonction de ses revenus, hein, mais que c'était vraiment, on était dans un optique où on considère que le logement, ça vous permet d'avoir une vie digne, donc c'est normal que ça échappe aux logiques du marché. Bien, figurez-vous qu'un pays comme les Pays-Bas, dont le gouvernement investissait massivement dans la pierre pour construire du logement public, eh bien, les Pays-Bas ont été sanctionnés par la Commission européenne, qui leur a mis une amende en disant, eh bien non, désolé, le logement, il y a un loyer à payer à la fin, ça doit rentrer dans le cadre de la concurrence, libéralisation, ça doit être un marché, le gouvernement n'a pas à investir là-dedans. Donc le souci, c'est que cette façon dont fonctionne l'Union européenne est contradictoire avec tout projet de justice sociale, tout projet de progrès social, tout projet de solidarité et de développement des services publics. Donc, comme je vous le disais, souvent, on va avoir un gouvernement, on va avoir Emmanuel Macron qui va appliquer de façon zélée ce que lui demande la Commission européenne, sans jamais dire que ça vient de la Commission européenne, hein. Par ailleurs, nous, Younous Bourgi, qui est député insoumis, est tombé sur une lettre envoyée par Emmanuel Macron au mois d'octobre, une lettre dans laquelle Emmanuel Macron s'adressait à la Commission européenne. Et dans cette lettre-là, Emmanuel Macron disait, c'est marqué texto, que pour compenser le CICE qui allait coûter 80 milliards en 2019, pour compenser cela, eh bien, il allait augmenter la taxe sur le tabac et la taxe sur le carburant. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes. C'était marqué, donc on voit bien la logique de l'impact qu'ont les politiques de l'Union européenne à notre niveau. Donc alors, eux, ils ne le disent pas. Si vous parlez d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne va pas dire non plus, tiens, c'est imposé par l'Union européenne, j'ai peur de me prendre une sanction, c'est pour ça que je vais mettre en concurrence les bus. Mais c'est là où des eurodéputés insoumis et insoumises, dans le cadre du Parlement européen, ils seront utiles à ça, en fait. Parce que le Parlement européen, l'Union européenne, il joue en face sur son opacité, sur sa technicité, sa pseudo-technicité. Hein. Je vous rappelle l'exemple de la règle des 3%, hein. Pseudo-technicité, pseudo-expertise. Mais nous, justement, on sera là comme des lanceurs d'alerte pour sortir ce qui se passe à l'intérieur, pour le faire savoir et montrer le lien qu'il y a avec les politiques qui sont menées dans les échelles nationales. On jouera ce rôle de lanceur d'alerte pour sortir de ce Parlement européen hyper opaque les choses qui concernent tout un chacun et notre vie quotidienne. Un autre rôle, une autre mission qu'on se donne au Parlement européen, c'est quand même d'arracher des victoires. Parce que malgré ce cadre contraint, ce cadre contraignant des traités européens, il est possible d'arracher des victoires. On avait on a deux eurodéputés au Parlement européen, dont un qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Morel. Younous Omarji, il a réussi, alors qu'ils sont que deux, il a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique dans ce cadre contraint. Donc il est possible d'arracher des victoires. Et c'est vrai que moi je ne me suis pas présentée, mais avant de m'engager en politique, j'étais militante dans des collectifs de lutte contre la précarité et pour le droit au logement. Et avec mon collectif Jeudi Noir, donc, on réquisitionnait, on squattait des immeubles en plein centre de Paris pour loger des gens. Des immeubles qui étaient vides, qui appartenaient à des grands groupes, des compagnies d'assurance, qui le laissaient vide comme ça, parce qu'en se disant que plus on laisse vide ça longtemps, on creuse l'écart entre l'offre et la demande, et donc on va pouvoir le vendre plus cher au bout de quelques années. Et dans ces immeubles-là, on arrivait un certain nombre de fois donc à loger des gens pendant une durée d'un an environ, et puis parfois à faire en sorte que les pouvoirs publics rachètent le bâtiment pour en faire du logement social. Aujourd'hui, il y a des bâtiments où il y a du logement social, alors que si on n'avait pas été là, ça aurait été un immeuble de bureau. On n'a pas mis fin à la spéculation immobilière, ça se saurait. On n'a pas mis fin à la crise du logement, mais on a obtenu des victoires. Et je pense que la démarche d'un eurodéputé insoumis dans le cadre du Parlement européen, elle peut être celle-là. Arracher des victoires malgré le cadre contraint. Être des espèces de députés squatteurs. Dernière chose,
là où je pense que c'est très important d'avoir des eurodéputés insoumis et insoumises dans le cadre du Parlement européen, c'est qu'on peut jouer un rôle de tisseur de colère. Moi, je m'aperçois quand je vais à la rencontre des salariés de McDo de Marseille, donc vendredi, je vais à Elbeuf, les salariés de Rouen, des Champs-Élysées, de Besançon, des salariés où vous avez une entreprise, une multinationale qui va jouer sur leur division, sur le fait qu'ils ne se parlent pas entre eux, en fait, pour tirer vers le bas toujours plus leurs conditions de travail. Quand vous les mettez en relation, vous vous apercevez, ils s'aperçoivent eux-mêmes qu'en fait, ils travaillent de la même façon, que le Big Mac, que ce soit à Rouen, à Paris ou à Marseille, il se fait de la même façon, qu'ils ont tous les mêmes brûlures à l'avant-bras au même endroit, parce qu'ils utilisent les mêmes grilles, les mêmes outils, et comme ça crée du lien. Moi, quand j'étais à Besançon, donc dimanche soir, ce que je vous racontais au début de mon intervention, j'ai été très émue de recevoir, alors que j'étais à Besançon, un coup de fil avec les salariés du McDo de Besançon, un coup de fil de Kamel Guémari, qui est un salarié du McDo de Marseille. On était en plein blocage, et là, donc il m'appelle, il me dit « Ah, j'ai vu, là, je suis en train de voir la vidéo sur le live Facebook, c'est super, ça donne la patate, et du coup, tiens, on va essayer d'organiser un truc dans la foulée, une action coordonnée de l'ensemble des McDonald's de France. » Et cette action-là de tisseur de colère, je pense qu'on peut la mener à l'échelle européenne. Surtout quand on est sur des entreprises multinationales qui existent partout en Europe. Des McDo, il y en a partout en Europe, les salariés de McDo, partout en Europe, subissent la même chose. Je parlais de McDo, mais j'aurais pu parler de Deliveroo, de salariés qui souvent en plus passent sous les radars des syndicats parce que travailleurs ubérisés, précarisés, où c'est plus compliqué de se syndiquer. Et je pense qu'on a un rôle à jouer de tisseur de colère à l'échelle européenne pour fédérer les luttes et porter leur voix dans l'enceinte du Parlement européen. Il reste moins de 4 semaines, là, 3 semaines et demie avant le 26 mai, avant les élections européennes. Et ça va être très très important de mobiliser au maximum. Yannick le disait, c'est l'abstention notre plus grand adversaire. Et moi, hier après-midi, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais invitée par Hugo Bernalicis, un de nos 17 députés. Il organisait une table ronde dans le cadre après la sortie de l'examen de son rapport. Il a fait un rapport sur l'impunité financière. Et j'intervenais à une table ronde et une autre intervenante, c'était Monique Pinson-Charlot. Et à la fin, l'animateur nous demande ce serait quoi vos solutions contre l'impunité financière? Et Monique Pinson-Charlot, elle répond, ce serait le vote obligatoire. Parce qu'on est dans une logique de classe. Et à partir du moment où les victimes de leur politique de classe, à partir du moment où les exploités, les dominés se mettront à voter, bien là, les choses elles changeront. Donc c'est pour ça que c'est important de mobiliser un maximum et de faire en sorte que l'abstention soit la plus basse possible le 26 mai.